Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous, on commence cette édition à travers différentes régions de Chine. Les habitants ont fêté l'arrivée de l'année 2016 à leur propre façon, des célébrations aux couleurs très locales. Dans le comté de Mohe, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, les visiteurs se sont rassemblés pour célébrer le dernier jour de 2015 avec des activités dans la neige ou des chasses au trésor. À la tombée de la nuit, les gens ont allumé des feux de joie, dansé et chanté pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Dans le comté de Zhejiang, dans la province du Guizhou, les habitants ont célébré le nouvel an d'une manière inhabituelle. Plus d'une centaine de couturières ont ainsi exhibé leur talent lors d'une compétition. 2016 sera l'année du singe après la fête du printemps qui aura lieu en février. Dans la ville de Yuxi, dans la province du Yunnan, où se trouvent des singes classés espèces protégées, cette année du singe est attendue par tous avec grande impatience. À travers le monde, de nombreux dirigeants ont prononcé un discours à l'occasion du Nouvel An ce jeudi. Ils ont alors exprimé les espoirs et intentions de leur gouvernement pour l'année 2016. Je suis convaincue que si nous gérons cette situation comme il le faut, le défi majeur que représente l'arrivée et l'intégration de tant de personnes deviendra bientôt une opportunité, car nous disposerons d'un engagement citoyen fantastique et d'un concept favorable à nos mesures politiques. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui, jour et nuit, que les jours soient fériés ou non, gardent leur poste. Et aujourd'hui, j'aimerais particulièrement féliciter ceux de nos hommes qui combattent le terrorisme international, qui représentent les intérêts de la Russie loin de chez eux et qui démontrent la force de leur volonté et leurs convictions. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous déjouons régulièrement des attentats. Nous allons trouver un accord plus avantageux pour la Grande-Bretagne en Europe et donner aux familles la paix d'esprit qu'elles demandent. Et nous allons rendre notre pays encore plus sûr. C'est là l'enjeu de cette année, de cette décennie décisive. Je vous souhaite à tous une excellente année. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, a déclaré qu'il était ouvert à toute négociation pour la réconciliation et la paix dans la péninsule coréenne. Bien qu'il ne soit pas directement adressé à Séoul ou à Washington, lors de ses vœux annuels du Nouvel An diffusés sur la télévision d'État ce vendredi, il a promis que Pyongyang poursuivra ses efforts afin d'améliorer ses relations avec la Corée du Sud. Les relations entre la Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée et le problème de l'unification doivent être résolus par la force du peuple et selon l'idéologie de nationalisme ethnique coréenne qui sied à l'indépendance de la volonté et des demandes du peuple coréen. Dans son discours, Kim Jong-un a également promis de continuer à étoffer les capacités militaires du pays afin de devancer l'ennemi. Seule différence notable par rapport aux années précédentes, les vœux du dirigeant pour le Nouvel An ont été diffusés par la télévision d'État à midi heure locale plutôt qu'en début de journée. Les cérémonies qui consistent à déposer des fleurs et à s'incliner devant des statues et des portraits de Kim Il-sung et de Kim Jong-il sont les mêmes pour le Nouvel An et pour tous les autres événements officiels du pays. Un feu d'artifice est prévu pour ce vendredi soir au-dessus du fleuve Taedong qui traverse Pyongyang. « 2015 fut une année volatile pour les marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, où le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records de hausse et de baisse. Après environ une dizaine d'années de taux d'intérêt proche de zéro, la Réserve fédérale a finalement décidé d'augmenter ses taux pour la première fois en décembre dernier. La volatilité était le maître mot, alors que les traders et investisseurs ont connu une année 2015 en forme de montagne russe. En août, l'indice de volatilité de Standard & Poor's, connu sous l'acronyme VIX, a bondi à son plus haut niveau en 4 ans. Je pense qu'on peut séparer cela en deux types de marchés. En tant que gestionnaire de portefeuille, ce fut probablement une année très difficile et cela n'a pas beaucoup changé. En tant que trader, ce fut une grande année car il y a eu beaucoup de volatilité. Je pense que cela devrait continuer sur les marchés cette année. Les mouvements imprévisibles de la bourse et le ralentissement de l'économie en 2015 ont provoqué les inquiétudes du côté de certains investisseurs internationaux, mais la Chine a prouvé que ce qui est descendu peut aussi remonter.
Le marché chinois a terminé sur une note assez positive, des gains à double chiffre, autour des 15%. Vous devez sûrement payer un prix important et sûrement connaître des nuits blanches, mais si vous êtes sur votre marge, vous n'êtes probablement pas dedans, car vous avez tout perdu. Mais ceux qui ont acheté et qui tiennent bon en Chine ont très bien réussi. Il n'y a pas eu que les bourses qui se sont montrées volatiles. Le prix du pétrole brut est tombé à un plus bas de 11 ans en 2015, atteignant les 36,04 $ le baril. Je pense que le prix du baril de pétrole devrait être à 3 chiffres. Je ne sais pas si nous atteindrons cela en 2016. Mais l'Orient continue de croître. La Chine a débuté, mais elle est en train de monter ses infrastructures. Pour son initiative, une ceinture, une route. Et tout cela nécessite une grande quantité de pétrole. La Chine a récemment fortement augmenté ses objectifs pour l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique pour 2020. Tout ce qu'elle est en train de faire nécessite de grandes quantités de pétrole. Donc à mon avis, nous allons connaître un grand retour du pétrole. L'année 2015 a été une année record au niveau des fusions et acquisitions. Les secteurs à tous les niveaux ont bondi et poussé les transactions mondiales à dépasser les 1000 milliards de dollars. Les géants de l'alimentaire, Kraft et Heinz, se sont associés pour un accord d'une valeur de près de 50 milliards de dollars. L'entreprise de livraison de colis, FedEx, a accepté d'acheter son rival TNT pour 4,8 milliards de dollars. Et le géant pharmaceutique Pfizer a accepté de s'offrir le fabricant de Botox, Allergan, pour un accord se montant à 160 milliards de dollars. Certaines entreprises déclarent que les taux d'intérêt sont en train de monter, mais il y a une opportunité de faire quelque chose avec un financement très bas. C'est le principal moteur de ce qui se passe ici. Il y a eu également de nombreuses actions rachetées par des entreprises. Il y aura certainement quelques soucis en 2016. Ce n'est pas tant que la Fed augmente ses taux, c'est plutôt le rythme qui sera important. Si le rythme commence à s'intensifier, je pense que les fusions-acquisitions vont probablement baisser un peu. Henley Smith ajoute que 2016 sera une année de transition pour le pays, avec les élections américaines qui auront lieu en novembre et la possibilité qu'une hausse des taux d'intérêt impacte les marchés, mais il conseille à ses clients de se concentrer sur la protection de ce qu'ils ont, plutôt que de chercher à obtenir des gains supplémentaires. Intéressons-nous maintenant à l'économie chinoise avec le secteur manufacturier et l'industrie des services présentant des évolutions différentes. Des informations qui proviennent du dernier rapport du Bureau national des statistiques et de la Fédération chinoise d'achat et de logistique. Tout de suite, plus de détails. Le secteur manufacturier chinois s'est contracté pour le 5e mois consécutif en décembre. L'indice officiel des directeurs d'achat au PMI s'est maintenu à 49,7 en décembre, en très légère hausse face aux chiffres du mois précédent à 49,6. Mais cela reste toujours en deçà de la barre des 50, qui est synonyme de contraction. Et quant à la perspective annuelle, l'activité industrielle du pays a plané au-dessus des 50. Dans le même temps, les activités de l'industrie des services en Chine ont enregistré un certain progrès en décembre et compensé le ralentissement du secteur manufacturier. L'indice PMI non manufacturier est passé à 54,4 contre 53,6 en novembre. Le secteur des services croît d'une manière stable et il joue un rôle de plus en plus important dans l'économie chinoise. L'activité industrielle a connu une reprise depuis 2 mois d'affilée et demeure à 1 point de pourcentage plus élevé que le chiffre moyen de l'année. Le chiffre de décembre représente également le niveau le plus élevé des 12 mois de 2015. Le secteur des services est devenu un pilier essentiel de l'économie chinoise, comptant pour près de la moitié de la production du PIB. À partir du 1er janvier, chaque couple chinois pourra légalement avoir 2 enfants. Le mois dernier, les législateurs chinois ont aboli une politique de planning familial vieille de plusieurs décennies. La politique dite de l'enfant unique. Selon les estimations, 60 000 nouveau-nés supplémentaires devraient voir le jour chaque année à Shanghai grâce au passage de cette loi. Afin de se préparer à cette augmentation, certains hôpitaux de la ville installent des cliniques spécialisées pour les femmes enceintes de leur second enfant. La maternité du district de Changning et l'Infant Health Hospital ont vu le nombre d'enregistrements de femmes enceintes augmenter sur la seconde moitié de l'année. Plus de 20% d'entre elles vont accoucher de leur second enfant. Shen Tianwen, âgée de 35 ans, est l'une d'entre elles. Elle s'est rendue à l'hôpital ce matin pour un contrôle de début de grossesse. Mon premier enfant est né par césarienne il y a 2 ans. À l'époque, je n'ai pas considéré comme une grossesse à risque, mais c'est aujourd'hui le cas, donc je vais faire plus attention. Les docteurs expliquent que la possibilité de complications est beaucoup plus élevée chez les femmes de plus de 35 ans et pour les mères qui ont eu leur premier enfant par césarienne. C'est pourquoi l'hôpital effectue des contrôles en début de grossesse pour les femmes enceintes d'un second enfant.
所以我们把产科出诊的高危门诊呢是窗口前移。我们 Pour l'instant, nous dépistons les femmes qui ont plus de 35 ans quand elles en sont à 16 semaines de grossesse. Mais sachant que nombreuses femmes enceintes de leur second enfant ont dépassé cet âge, nous avons décidé d'effectuer ces contrôles entre 8 et 12 semaines de grossesse dans leur cas. Cela nous permettra de découvrir le plus tôt possible les risques potentiels. Les médecins constatent que les bébés nés de mères plus âgées présentent un risque plus élevé de défaut à la naissance, un poids plus faible et certains problèmes chromosomiques tels que le syndrome Down. Comme les femmes n'étaient pas autorisées à avoir plus d'un enfant auparavant, elles n'avaient le droit à l'avortement que dans le cas d'une grossesse indésirée. Ces femmes présentent aujourd'hui un taux plus élevé d'infertilité. Les docteurs suggèrent donc aux couples plus âgés de procéder à des tests avant de prendre une décision définitive quant au fait d'avoir un second enfant. Nous avons ouvert une clinique de consultation qui offre des conseils aux couples qui pensent à avoir un second enfant. Pour l'instant, les femmes enceintes qui accouchent par les voies naturelles peuvent quitter l'hôpital 24 heures après avoir accouché. Celles qui subissent une césarienne peuvent partir après 72 heures à compter de la naissance de l'enfant. C'est pourquoi nous avons une clinique pour les nouveau-nés, par peur que des problèmes tels que la jaunisse se présentent dans le futur. Les autorités sanitaires de Shanghai estiment que la moitié des accouchements ont lieu par césarienne, mais les docteurs expliquent que pour les couples qui souhaitent avoir plus d'un enfant, une naissance par les voies naturelles est préférable. C'est pourquoi les hôpitaux promeuvent les bénéfices des naissances naturelles. Les cliniques de maternité de Shanghai introduisent dans un même temps des antidouleurs plus efficaces dans leur protocole afin de rendre l'expérience moins traumatisante. Pour mieux communiquer avec les patients, certains hôpitaux ont recours à des tablettes pour expliquer les interventions aux patients. Entre 200 000 et 220 000 enfants naissent chaque année à Shanghai. 2015 fut une grande année pour les résultats du box-office chinois avec des productions nationales qui ont connu le succès, marquant un nouveau record année après année. Beaucoup se montrent particulièrement optimistes concernant le statut actuel de l'industrie cinématographique nationale, mais c'est-à-dire que la Chine est réellement en train de gagner la bataille avec les productions hollywoodiennes. Les ventes de billets au niveau national en Chine ont atteint en 2015 les 44 milliards de yuan au total, soit une hausse de 48% par rapport aux 29,7 milliards de yuan en 2014. Il s'agit de la plus grande augmentation de ces dernières années. 61% environ des ventes sont des productions nationales. Plus de 8000 nouveaux écrans ont été installés en 2015. Cela signifie que 22 nouveaux écrans apparaissent chaque jour en Chine. Le nombre de spectateurs venant voir des films au cinéma a également connu une hausse annuelle de 51%, dépassant les 1,2 milliards de 2015. Les ventes de tickets ont été particulièrement fortes lors de plusieurs jours de fête, tels que lors des congés de la fête du printemps ou de la fête nationale. La contribution des ventes de billets en ligne s'est avérée très importante. De plus en plus de personnes réservent leur place de cinéma en ligne. Au cours de l'été, 80% de nos tickets environ ont été réservés en ligne. Ceci car les sites de vente de tickets en ligne font beaucoup pour promouvoir leurs services et offrent donc d'importants rabais aux clients. La Chine est le deuxième plus grand marché du film au monde après les États-Unis et celui qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Je viens juste de rentrer d'un voyage à Hollywood. D'après ce que j'ai vu, l'industrie cinématographique en Chine est loin derrière celle des Américains. Nous avons tout juste appris le cadre. C'est à peine un début, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais avoir réussi quelques gros succès commerciaux, des films loués par la critique, ne peut cacher les productions pauvrement réalisées. Lorsqu'on considère la qualité moyenne des productions nationales, on constate qu'il y a encore de la place pour progresser. Pour qu'une franchise soit pleinement développée, les ventes de places ne sont pas les seules sources de revenus. Les sorties Blu-ray et la distribution numérique, les produits dérivés officiels et même les jeux vidéo au parc d'attractions sont tous des aspects très profitables. En Chine, ces aspects de la production d'un long métrage ne sont pas encore très développés. Mais des films comme Monster Hunt ou le récent Mojin The Lost Legend ont montré un vrai potentiel pour devenir des franchises totalement développées avec une valeur commerciale croissante et une véritable efficacité pour ces grosses productions chinoises. Il semble qu'avec des productions locales plus importantes et de meilleure qualité et un nombre de spectateurs en hausse, la croissance du marché chinois sera non seulement un succès national,
mais pourrait également peut-être un jour rivaliser avec Hollywood. Tout au long de l'année 2015, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Première étape, Yanbian, préfecture autonome coréenne, située dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Là vivent plus de 850 000 Coréens de la diaspora arrivés en Chine à la fin du 19e siècle et lors de l'invasion de la péninsule coréenne par les Japonais. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leur gastronomie si particulière. Et non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas en Corée, mais bien en Chine. Je me trouve actuellement à Yanji, la capitale de la préfecture coréenne autonome de Yanbian, dans le nord-est de la Chine. Actuellement, rendez-vous avec Madame Kim Soo-mok qui va me faire goûter des spécialités locales qu'il me tarde d'essayer. On y va. Kim Soo-nok est une personnalité incontournable à Yanji. Chef reconnu et auteur de plusieurs livres de cuisine à succès, elle est la présidente de l'Institut de la cuisine coréenne traditionnelle de Yanbian. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant pour me faire découvrir les plats les plus symboliques de l'ethnie coréenne. Ça a exactement la même saveur que le bœuf à pot-au-feu. Ça me rappelle les saveurs de l'enfance, c'est délicieux, vraiment délicieux. On va manger un petit morceau. Unique en son genre, on ne trouve cette spécialité qu'à Yanbian. La fabrication des fameuses nouilles froides n'est pas une sinécure, et pour cause, puisqu'elle requiert un grand nombre d'ingrédients pour un seul bol de soupe. Le goût est tout à fait surprenant, un peu déroutant même, et il est d'autant plus surprenant d'apprendre que les membres de la minorité coréenne aiment déguster cette soupe glacée hiver comme été, et quasiment 7 jours sur 7. Mais l'aliment le plus consommé à Yanbian n'est pas un plat, c'est un condiment, et il est incontournable dans le sens où les Coréens de Chine en consomment absolument tous les jours, voire à tous les repas. Ce condiment, c'est le kimchi, et les Coréens ne peuvent absolument pas s'en passer. C'est drôlement croquant. C'est croquant comme une endive crue par exemple. C'est assez épicé par contre, hein, ça c'est vrai. Ça, comment dire, ça réchauffe la gorge quand on mange, mais ça procure une sensation de bien-être en fait. On a l'impression d'être bien à l'intérieur de soi quand on mange du kimchi. 我太喜欢了这个，但是我觉得我可能会反驳，我可以像这个，我吃不到。啊，没问题，我有办法，你把这个味道带到国外去。什么办法？ Comme son aspect assez banal ne le laisse pas présager, ce petit morceau de chou pimenté est entré au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2013. Ce mets indissociable du repas coréen traditionnel existe depuis plus de 1300 ans et sa fabrication s'apparente à un rituel. Les choux crus doivent être malaxés avec le mélange d'aromates, puis placés dans des jarres en terre cuite qui seront ensuite ensevelis dans la terre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines variétés. Le bibimbap est également un plat extrêmement populaire chez les Coréens, on pourrait quasiment parler de plat national. C'est un mélange très complet et très nourrissant de riz et de légumes variés, auquel on peut ajouter de la viande grillée, du poisson ou un œuf à cheval. Le mélange sera ensuite servi dans un bol en pierre très chaud. 안녕하십니까, 안녕하십니까. Là. Voici la touche finale du festin que nous avons dressé pour nos invités prestigieux aujourd'hui. Et beaucoup de gens ignorent en fait qu'il existe une cuisine propre à l'ethnie coréenne en Chine. Et nous en avons aujourd'hui un parfait exemple, des plats uniques en leur genre qu'on ne peut trouver qu'à cet endroit de la Chine, dans la province du Jilin. Et nous allons maintenant passer à la dégustation car ça affole les papilles. Le kimchi n'est pas qu'un vulgaire accompagnement. Le kimchi, c'est une culture. Les Coréens ont même donné un nom à sa fabrication, le gimchang.
Outre ses bénéfices reconnus pour la santé humaine, le kimchi doit être consommé à chaque repas. Un repas sans kimchi, c'est d'une tristesse absolue, disent les Coréens. Ils organisent des gimchang géants, parfois avec des dizaines de milliers de participants, pour fabriquer des tonnes de kimchi qui seront distribuées aux plus défavorisés. Enfin, un Coréen, au lieu de vous dire simplement au revoir, vous dira très souvent ceci, kimchi lol mani mokumyeon, ce qui signifie portez-vous bien et surtout mangez beaucoup de kimchi. « 2015 a été une année record pour les touristes à Cuba. 3 millions de visiteurs sont arrivés, dont des Américains pour la première fois et des Européens désireux de voir un Cuba préservé avant que cela ne change et que McDonald's arrive. Aujourd'hui, les Cubains espèrent que la prochaine grande avancée viendra des touristes chinois à la suite du vol inaugural d'un nouveau service direct entre Beijing et La Havane. Le premier vol direct de Chine a atterri à l'aéroport de La Havane le 27 décembre. L'un des premiers passagers de cet avion affrété par China Airways était l'écrivain et blogueur Sun Tian. J'ai toujours voulu visiter Cuba. Je me suis déjà rendu dans 96 pays et j'avais cette envie de venir ici. L'une des raisons est que nous sommes des partenaires socialistes. Une autre raison est que j'adore Che Guevara. Les Cubains sont bien au courant du pouvoir de vente et d'attraction du légendaire révolutionnaire Ernesto Che Guevara et son visage peut être vu sur les posters, t-shirts et murs de la ville. Une autre attraction est la maison de l'auteur américain et prix Nobel Ernest Hemingway, qui pendant des années a vécu à Cuba. C'est véritablement un lieu à voir pour de nombreux groupes touristiques chinois en visite ici. Wang Zhang gère une agence de voyage à La Havane, spécialisée dans la clientèle chinoise. Il y a beaucoup de choses que les Chinois apprécient ici. Et il y a le ciel bleu et l'air pur, et la musique, les cigares et la danse. Les Cubains sont un peuple chaleureux et par-dessus tout, le rythme de vie est différent. Cuba est seulement le deuxième pays en Amérique latine à disposer de vols de et vers Beijing. L'autre est Sao Paulo, le centre commercial du Brésil. Ici, cependant, ils espèrent attirer davantage de touristes, mais aussi des hommes d'affaires. Quelques 30 000 touristes chinois se sont rendus à Cuba au cours des 12 derniers mois. L'espoir est que ces vols directs soient désormais disponibles 3 fois par semaine, ainsi le nombre de visiteurs chinois pourra croître de façon substantielle ces prochaines années. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.